Merci de suivre Télé Tchad, mesdames, messieurs. Nous parlons à présent santé et le sujet le plus brûlant pour lequel nous sommes sur ce plateau, c'est le cancer, une maladie redoutable qui met à nu depuis belle lurette les faiblesses de la médecine. Le cancer traîne donc un fardeau mondial estimé à 18,1 millions de nouveaux cas chaque année pour 9,6 millions de décès dans le monde, selon une étude donc publiée dans une revue scientifique, des chiffres extrêmement inquiétants pour lesquels le Tchad, à travers le ministère de la Santé publique en collaboration avec la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer, se joint aux autres États du monde pour sensibiliser sur les facteurs de risque, justement à travers Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer féminin, et Novembre Bleu, dédié donc à la lutte contre le cancer masculin. Et puisqu'on ne peut assez parler de ce mal, nous recevons sur ce plateau 5 invités avec qui nous allons donc aborder le sujet. Et avant tout, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, chers invités, et je commence à ma gauche. Bonjour. Merci, Madame Hortense. Je suis docteur Manikassé Parlement. Je suis gynécologue obstétricien et par ailleurs le président de la Ligue tchadienne pour la lutte contre le cancer. Moi c'est le docteur Nemia Merdé Frédéric, anatomie pathologiste au laboratoire d'anatomie pathologie à l'hôpital général de référence. Alors moi c'est docteur Bouri Vounbanadej, je suis cancérologue. Merci à la Télé Tchad. Moi je suis docteur Mohamed Ali Mohamed, chirurgien urologue, enseignant-chercheur à la faculté de sciences de la santé de l'université de N'Djamena. Merci. Docteur Infiner Yahvé Solange, médecin moléculaire. Merci. Je vais donc poser la toute première question pour permettre à nos téléspectateurs d'être édifiés donc, sur le sujet qui est le cancer. Alors dites-nous, qu'est-ce que exactement le cancer? C'est quoi le cancer? Merci de la question. La question semble être difficile à expliquer, surtout que si le spectateur n'a pas fait la médecine ou bien n'a pas fait la biologie, ça devient beaucoup plus difficile. Mais je vais juste me résumer pour dire que le cancer, d'une manière générale, c'est lorsque une cellule a été touchée dans son noyau, dans son génome, et qu'elle se met à se multiplier sans arrêt, donc sans contrôle. Et donc, non pas seulement ça, et cette multiplication agresse les autres cellules environnantes. Donc, le cancer, c'est une tumeur maligne qui est un problème de santé publique. Donc, ça peut exister dans tous les organes du corps humain. Et donc, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 18,1 millions de personnes dans le monde sont atteintes et plus de 600 000 cas de décès. Et c'est vraiment un problème de santé publique. Et également, dans notre pays, nous avons ce problème-là d'une manière délicate parce que nous ne savons pas comment traiter cette maladie. Alors, docteur, vous êtes médecin traitant, c'est ça, vous êtes spécialiste. Dites-nous quels sont les signes donc, précurseurs de la maladie. Concernant le cancer de la prostate, les premiers signes que le patient ressent, c'est déjà au niveau urinaire. Parce que la prostate, comme anatomiquement, elle est située en dessous de la vessie, juste en avant du rectum. Donc quand le patient, quand les signes vont commencer, il aura du mal à uriner. Soit il a du mal à uriner, soit alors il urine beaucoup, fréquemment et surtout la nuit. Voilà. À part ces signes de problèmes urinaires, il peut aussi retrouver du sang dans ses urines. Il peut aussi avoir des problèmes de dysfonctionnement érectile, la baisse de la libido également. Ces signes-là peuvent aussi être accompagnés de constipation, comme je le disais, la prostate est juste en avant du rectum. Et si elle augmente de volume, elle va boucher, elle va diminuer le calibre du rectum, donc entraîner également une constipation. Alors face à tous ces signes précurseurs, comment le diagnostic peut être posé, docteur? Bon, merci. Le diagnostic cancer de la prostate peut être posé d'abord cliniquement, l'urologue est là, il sait être possible. Donc il peut déjà, lors de son examen clinique, poser ou suspecter déjà un cancer
de la prostate, au vu de ses symptômes, ses signes cliniques, il va être amené à faire un prélèvement qu'on va appeler biopsie. C'est un fragment tissulaire qui peut, donc prostatique, qui peut prélever, envoyer au laboratoire. Et sur le laboratoire, l'examen histologique peut dire que c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Donc voilà comment donc, le diagnostic peut être posé cliniquement. Ça peut être par imagerie, ça peut être aussi en biologie. Donc voilà, il y a des substances que la prostate sécrète qui peuvent être très élevées, on appelle ça le PCA. Et puis voilà, ça peut être aussi histologique, donc au laboratoire. Voilà. Et donc le focus est beaucoup mis sur vos interventions, sur le cancer, spécifiquement sur le cancer de la prostate. Mais est-ce qu'il existe aussi d'autres types de cancers? Oui, il y a plusieurs, comme le docteur Manikassi vient de dire, là où il y a un tissu, il y a un cancer. Mais présentement, nous sommes en novembre, on dit novembre bleu, c'est dédié au cancer de la prostate. On a dit pourquoi cancer de la prostate? Parce que quand on voit un peu les chiffres, les statistiques, chez la femme, c'est le cancer du sein qui vient en premier lieu. En tête, c'est comme ça qu'on a dit Octobre Rose, c'est dédié au cancer du sein parce que l'incidence est très élevée. Il va falloir communiquer pour que les gens en prennent conscience. C'est la même chose que chez les hommes. Quand vous prenez globalement le cancer chez l'homme, le cancer de la prostate vient en tête. C'est pour ça qu'on a dit il faut aussi parler pour que les hommes aussi en prennent conscience. Et donc, madame, en cas de cas où l'on doit prendre en charge, comment vous posez la radiologie, c'est ça, au niveau de la radiothérapie au niveau de votre service? Pas au niveau de service de la médecine moléculaire seulement qu'on prend en charge le cancer. En fait, c'est multidisciplinaire. Donc, tout médecin, spécifiquement le cancer de la prostate, ça commence toujours chez l'urologue. C'est lui qui va poser le diagnostic clinique avant et il va envoyer à l'anatomopathologiste qui va confirmer par l'histologie, comme il venait de le dire. Et pour le traitement, nous avons, je parle sous le contrôle de la cancérologue qui est là, il y a plusieurs types de traitements. Ça dépend du stade du cancer aussi. Peut-être qu'elle va plus tard revenir dessus. Il y a la chimio, il y a la radiothérapie, dont je vais un peu essayer d'expliquer comment ça se fait. Ce sont les rayons ionisants qu'on envoie au niveau des cellules. C'est local, c'est un traitement local. Au niveau des cellules de la prostate pour aller dénaturer l'ADN, comme le docteur a un peu parlé du génome, l'ADN de ces cellules cancéreuses-là, pour leur conférer un pouvoir mortel. Parce que quand les cellules deviennent cancéreuses, elles s'immortalisent, elles ne meurent plus. Comme toutes les cellules du corps humain qui sont programmées pour mourir à un certain niveau, à un certain âge, parce que plus elles sont vieilles, elles ont tendance à se muter et devenir cancéreuses. Donc c'est programmé à mourir, mais quand elles deviennent cancéreuses, elles ne meurent plus. Donc la radiothérapie, c'est pour aller dénaturer l'ADN de ces cellules-là et les amener à mourir. Alors docteur, comment jaugez-vous donc la fréquence de la maladie au Tchad? Oui, au Tchad, nous n'avons pas encore des études pour s'appuyer là-dessus, mais de par le monde, c'est la deuxième cause des décès, les cancers de la prostate, après les cancers du poumon. Et je vais rejoindre mes collègues qui ont déjà expliqué ce que c'est les cancers de la prostate, parce que nous, aujourd'hui, par rapport au novembre bleu, les cancers de la prostate constituent un problème. Et il s'agit maintenant de sensibiliser la population. Et ils ont des difficultés même à comprendre ce que c'est les cancers de la prostate. À chaque fois, ils disent que nous avons un début de la prostate. Donc il faut qu'on se situe. Les cancers de la prostate ne se retrouvent pas chez la femme. Ils concernent seulement l'homme. Un enfant qui vient de naître garçon, il a une prostate. Et maintenant, cette prostate-là, elle a aussi un rôle très important. Elle sécrète une substance qui contribue à la formation des spermes. Mais cette prostate peut être affectée par plusieurs pathologies, surtout 3 pathologies qui sont la prostatite, qui est une infection, soit une hypertrophie bénigne de la prostate, la prostate augmente de volume, ou bien soit les cancers qui nous concernent, les cancers de la prostate. Il faut qu'on se situe. La prostate est le sutier, comme ils l'ont dit mes collègues auparavant, elle est en dessous de la vessie,
et elle entoure l'urètre. Maintenant, quand elle augmente les volumes, elle va comprimer l'urètre et elle va entraîner des troubles urinaires. Ces troubles urinaires, que les gens sachent, ce sont des dysuries. La dysurie, c'est les difficultés d'uriner. Soit on pousse pour éliminer les urines, soit il faut attendre longtemps avant de démarrer, qu'on appelle lenteur de démarrage, soit quand on finit d'uriner, on va avoir encore des gouttes retardataires, ou bien on sent que la vessie n'est pas vide. Ou bien soit quand on sent l'envie d'uriner et qu'on se dirige vers la douche, on n'aura pas cette capacité de retenir les urines. Ou bien une fréquence élevée des urines. En ce moment, maintenant, l'urologue va examiner le patient, il va faire le toucher rectal pour apprécier la prostate, s'il y a un nodule, s'il y a une irrégularité, s'il y a une dureté. Et à partir de là, on va demander maintenant le PSA, qui est le spécifique prostatique antigène, qui est sécrété par la prostate. Il a un taux CI qui est inférieur à 4 nanogrammes par millilitre, mais s'il est augmenté, maintenant on va faire un prélèvement, et ce prélèvement va être envoyé à l'anapathe, l'anatomopathologiste, qui va nous déterminer s'il s'agit d'un cancer de la prostate. Et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut chercher à savoir si ces cancers a fait une métastase, c'est-à-dire les cellules cancéreuses sont disséminées dans les autres organes, la prise en charge est différente. Maintenant, si c'est localisé, aussi, la prise en charge est différente. Et il faut savoir que si le cancer est au niveau local, on peut le traiter définitivement. Donc, il est curable. Docteur, au vu des explications de votre collègue, qu'est-ce qui peut en être la cause même du cancer de la prostate? Qu'est-ce qui provoque ça? Oui, jusqu'à là, la médecine n'a pas pu établir des causes à manière correcte, mais il y a ce qu'on appelle les facteurs favorisants. C'est-à-dire, si vous trouvez dans une situation donnée des groupes, et un groupe va présenter une maladie par rapport à d'autres. Maintenant, les facteurs favorisants, c'est d'abord l'âge. Donc, toutes les personnes âgées présentent plus le cancer de la prostate. Donc, la tranche d'âge exact, là, ça se situe à quel niveau? Voilà, la tranche d'âge, c'est au-dessus de 40 ans. Parce qu'à l'époque, on dit non, c'est au-dessus de 50 ans. Donc, à partir de 50 ans jusqu'à l'infini, vous pouvez présenter le cancer de la prostate. Mais il est prouvé que dans la famille où il y a eu un antécédent de cancer de la prostate, vous pouvez en avoir avant 50 ans. C'est rare, mais ça existe bel et bien. Et donc, pour revenir sur la question, qu'est-ce qui favorise le cancer? C'est d'abord l'âge. Plus vous avancez en âge, plus vous êtes exposé à avoir le cancer de la prostate. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les prédispositions héréditaires. C'est-à-dire, si dans la famille, votre papa a eu un cancer de la prostate, vous qui êtes son fils, vous êtes aussi exposé à en avoir. Un oncle ou bien qui a ça, donc les garçons dans la progéniture sont exposés à en avoir. Il y a également la race. La race noire est beaucoup plus exposée par rapport à la race blanche, c'est-à-dire les Africains subsahariens et les Antillais et les Américains noirs présentent plus de cancers, plus que la race blanche. Il y a également d'autres facteurs comme l'obésité. Si vous êtes obèse, vous êtes beaucoup plus exposé à avoir le cancer. C'est-à-dire les groupes de personnes qui sont obèses, on les classe et on voit les groupes de personnes qui ne sont pas obèses, on va retrouver plus de cancers, c'est les personnes obèses. Et donc, il y a également l'excès de poids. Si vous avez un excès de poids, vous êtes également exposé à avoir ce risque. D'autres même évoquent la taille même dedans. Donc, il y a également des facteurs environnementaux, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire c'est des substances qui circulent, qui pullulent dans la nature parce qu'il y a la pollution. Et ce sont ces substances qui est similaire à des hormones et qui peuvent être responsables de l'apparition des cancers. Et donc, il y en a des facteurs qui sont également évoqués, mais d'une manière... vous savez, la science est immuable. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit que c'est ça. Demain, avec les autres études, ils viennent contredire. Donc, ils évoquent également l'alcool d'une manière chronique. Des gens parlent de 3 verres d'alcool par jour peuvent être responsables de l'apparition des cancers. Mais je dis, ces facteurs-là ne sont pas seulement spécifiques au cancer de la prostate. Donc, tous ces facteurs que je viens de citer, ça peut être aussi bien pour le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du pancréas. Donc, il y a
également la cigarette, le tabagisme, que les gens en parlent toujours. Ce n'est pas seulement pour les voies respiratoires, mais également, comme c'est des substances cancérigènes qui circulent, ça peut toucher n'importe quelle cellule à n'importe quel niveau et provoquer ce qu'on appelle le cancer à tous les niveaux. Et ce n'est pas seulement spécifique au cancer de la prostate. Donc, ces facteurs, il est tout à fait normal de les éviter, si c'est possible. Si c'est possible, on peut les éviter. Mais si ce n'est pas possible, on fait avec, donc, par exemple, la prédisposition héréditaire. Si vous avez un parent qui a un cancer de la prostate, vous qui êtes les fils, la solution, c'est la prévention. C'est ce que nous disons. Il faut prévenir. Puisque c'est héréditaire. Voilà. Ça s'impose à soi. Exactement ça. La prévention consiste à faire quoi? La prévention consiste à suivre ce monsieur. Le docteur, l'urologue a dit tout à l'heure, tout comme le docteur Némian, quand on détecte le cancer à un stade précoce, la guérison est totale. Donc, ceux pour qui, dans la famille, il y a eu un cancer de la prostate, il faut qu'il soit suivi à partir de 40 ans. Il ne faut pas attendre d'abord 50 ans pour dire que non, c'est à partir de 50 ans que le cancer survient. Non, le cancer survient 10 ans après, 10 à 15 ans après. C'est quand vous allez commencer à avoir le cancer, ça veut dire que vous avez eu déjà plus de 10 ans. Donc les signes commencent. Raison pour laquelle on dit que non, si vous êtes exposé à ce facteur de risque que je viens d'exposer, il faut se faire suivre pour détecter très tôt et soigner définitivement. C'est ça la prévention. La prévention n'est pas seulement éviter les facteurs de risque, mais si vous êtes déjà dans les facteurs de risque, vous pouvez se faire suivre régulièrement. Par exemple, pour le cancer de la prostate, chaque année, vous pouvez aller faire le dosage, je parle sous le contrôle de l'urologue, le dosage de PSA, donc il y a une substance qui sont sécrétées par les cellules suspectes du cancer de la prostate. Et donc, vous pouvez retrouver ça dans la circulation sanguine. Dans ce cas-là, si le taux augmente, les gens vont faire ce suivi régulièrement pour voir est-ce qu'il faut intervenir ou pas intervenir et à temps. Voilà comment on peut parler des différents facteurs de risque. Il y en a encore plusieurs facteurs de risque qui sont là, que je ne peux pas tous citer, mais néanmoins, les autres que j'ai suivis, qui ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate, mais à tous les autres cancers. Voilà. Docteur, vous prenez en charge les malades du cancer, mais est-ce que vous disposez d'un registre qui puisse permettre à ce que vous déduisiez donc l'ampleur de la maladie au Tchad? Ok. Et là, vous posez la question pour le registre. Je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'un registre de cancer. Oui. Le registre cancer, ce n'est pas un livre, hein? Ce n'est pas un document. Le registre cancer, je peux dire, c'est une institution, c'est un bureau. Oui. Là où on collecte les données sur le cancer, là où on stocke les données sur le cancer, on analyse les données sur le cancer. C'est un service. Oui, c'est un service qui se charge de collecter les données, de les stocker, de les analyser, ainsi de suite, en vue de plusieurs choses. Ça peut permettre au ministère de la Santé de voir généralement les indicateurs là-bas. C'est l'incidence sur le cancer. Et donc on voit que par exemple, tiens, le cancer prostate, il y en a beaucoup, l'incidence est très élevée. Alors on dit, mais ça devient un problème de santé publique, il va falloir agir. Donc ça permet ici au ministère chargé de la Santé de prendre des dispositions, de mener des actions contre ce cancer, la lutte contre le cancer, et ainsi de suite. Ça permet aussi de faire des recherches. Vous suspectez, par exemple, comme on l'a dit, le cancer prostate, c'est vrai, il y a une part d'hérédité. C'est une portion, 5 à 10%, mais on peut aussi l'attraper sporadiquement. Alors, si déjà, dans la famille, il y a des cas de cancer et que vous êtes prédisposé, ça permet déjà de reculer et puis voir comment éviter. Oui. Il y a des facteurs, comme on l'a dit, il y a des facteurs non évitables, comme vous aussi vous l'avez cité. Si on dit, par exemple, le cancer, la prostate vient avec l'âge, vous n'allez pas esquiver ça. Si vous devez arriver, parce que on a dit qu'on ne peut pas arrêter le temps. L'âge, c'est le temps. Donc, si moi, on me dit qu'à l'âge de 55 ans, il y a le cancer prostate là, je ne peux pas décider de m'arrêter, à moins que je meure avant. Sinon, je vais arriver, donc je ne peux pas éviter. Il y a la race, tu ne peux pas éviter. Il y a les parents, ainsi de suite. Mais déjà, si moi je sais que dans ma famille, il y a un cancer, il y a des cancers de prostate. Mon papa, mes frères ont fait que. Donc,
je suis prédisposé à faire. Oui. Déjà là, je peux déjà éviter les autres. Comme on a dit, il y a des facteurs évitables, comme les habitudes alimentaires, l'alcoolisme, le tabagisme, tout ça. Si ces facteurs s'ajoutent à ma prédisposition, le risque est plus élevé de faire le cancer. Donc je peux déjà, à ce niveau, éviter ou bien esquiver ces facteurs modifiables pour ainsi de suite. Voilà un peu. Donc le registre cancer permet de faire ça. C'est vrai qu'un bon bout de temps, on n'avait pas de registre cancer, on en parle. Oui. Mais déjà, avec le temps, il y a le programme national de lutte contre le cancer. Je parle en tant qu'ancien ou bien ex-coordonnateur adjoint du programme de lutte contre le cancer. Il y a déjà un embryon de registre qui s'est mis en place au ministère. Il y a eu plusieurs formations des personnels sur le registre cancer déjà, et que les collègues de données ont commencé, même si ce n'est pas beaucoup, il est très embryonnaire, il n'a pas fait encore 1 an, 2 ans pour en parler des chiffres, tout ça, mais il est embryonnaire, on va en arriver. Donc le registre cancer, c'est ça, c'est une institution, c'est un bureau, c'est un service qui collecte. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, au niveau des services, par exemple, moi, dans mon service, j'ai mon registre des malades, des patients où j'enregistre. Donc, il y a des cas de cancer de prostate. Au niveau hospitalier, il peut y avoir aussi un registre. Et ainsi de suite. Voilà un peu, en gros, ce qu'il y a donc pas seulement pour la prostate, pour n'importe quelle pathologie d'abord, et puis pour les cancers. Ah, donc vous voulez dire que le registre là n'est pas encore totalement effectif? Le registre, c'est pas un truc qui se met brutalement comme ça. C'est progressivement, ça se met en place. Donc c'est un collecte exhaustif, je dis tous les cas de cancer, que ça soit diagnostiqué en histologie, en clinique, en radiologie, on doit tout assembler. C'est un fourre-tout. Et puis il y a des logiciels qui traitent pour sortir. Donc si le logiciel existe et que vous dites, tiens, je vais avoir l'incidence ou bien le taux de cancer de sein, le registre peut vous sortir. Ou bien, quel est le suivi? Le registre peut aussi sortir le suivi. Parce qu'en matière de cancer, on parle de suivi en 5 ans. C'est vous prenez par exemple 100 personnes qui ont fait par exemple cancer prostate. Combien, ces 100-là, combien iront jusqu'à 5 ans? Alors, si c'est 100%, tant mieux. Mais il y a des cas de cancer où il n'y a que 10%. Ça veut dire que les 90, ça vont mourir avant 5 ans. Ça veut dire que si vous avez un cancer à un stade avancé, votre espérance de vie est donc supérieure ou inférieure ou égale à 5 ans. Voilà, c'est ça. Combien de personnes, prenez par exemple 100 personnes qui ont fait le cancer à un moment donné, vous les suivez, c'est une étude de corps. Combien arriveront à 5 ans survivants? Certainement, parce que ce n'est pas le même commencement. Chacun peut-être arriver à un stade peu élevé. Ça devient plus, ça dépend, il y a plusieurs facteurs. Ou alors la prise en charge n'est pas correcte, même si la prise en charge est correcte. Chaque individu a sa façon de réagir aux maladies ou aux traitements, ainsi de suite. Donc, combien iront jusqu'à 5 ans? Certainement, on perd des gens en chemin. Voilà, ainsi de suite. Donc voilà, il y a des cancers qui sont très redoutables. On dit par exemple la survie à 5 ans est 10%, 20%, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc voilà ici, donc le risque cancer est capable de vous sortir toutes ces courbes-là. Voilà un peu le registre cancer. Ah, docteur, vous avez parlé tout à l'heure de la fréquence de la maladie au Tchad. Comment vous prenez en charge tous ces malades? Est-ce que vous disposez d'un centre de prise en charge ou bien d'un plateau technique suffisamment adéquat qui puisse vous permettre d'accompagner ou bien de traiter ces malades? Oui, mais on fait ce qu'on peut et voilà, donc la prise en charge est multidisciplinaire. Et il y a ce qu'on appelle la chirurgie. Ça, si c'est à un stade localisé, on fait ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. On fait une ablation totale de la prostate et la vésicule séminale et la personne est guérie complètement. Maintenant, si c'est à un stade avancé, ce qui se passe le plus souvent dans nos pratiques, les gens ne sont pas éveillés, ils arrivent à un stade avancé où il y a déjà une altération de l'état général même du patient.
Et nous savons que les testicules qui sont responsables de la sécrétion de testostérone qui prolifèrent les cellules cancéreuses. Donc on va agir par des médicaments pour bloquer la sécrétion de testostérone. Et ces produits-là coûtent extrêmement cher à nos populations qui n'ont pas même une assurance, à peu près 300 000 à 400 000 tous les 3 mois. Et c'est un peu difficile. Nous avons d'autres alternatives. On va faire une ablation totale du testicule. On enlève les testicules qu'on appelle une orchidectomie. Et là, psychologiquement, ça traumatise un peu le patient car il ne sent pas qu'il y a des boules dans sa bourse. On fait un minimum la pulpe qui est responsable même de la sécrétion du testostérone, qu'on ouvre les testicules et qu'on enlève ces feuillets-là, et ce qui va entraîner le blocage de la sécrétion de testostérone qui va améliorer la qualité de vie des patients. Donc une prise en charge peut être faite par la radiothérapie ou bien par une brachythérapie qui ne sont pas disponibles chez nous. Vous faites tout ça au niveau de votre service ou dans un centre de prise en charge? Il n'y a pas un centre de prise en charge. C'est dans notre service que nous avons cette possibilité de faire la prostatectomie et de faire aussi le blocage, c'est-à-dire le traitement palliatif. S'il y a une obstruction, on fait ce qu'on appelle un SCP, un évidement cervico-prostatique. Ça, c'est une chirurgie à ciel ouvert. Ou bien on fait une résection transurétrale de la prostate pour perméabiliser. Mais ce n'est pas pour bloquer même l'évolution du cancer de la prostate. Le blocage s'est fait soit par la chirurgie, qu'on appelle l'orchidectomie, que nous venons d'expliquer, ou bien la pulpectomie, ou bien ceux qui ont les moyens, on leur administre les produits qui est extrêmement cher à nos populations. Docteur, vous êtes spécialiste du cancer. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il y a vraiment un plateau technique suffisant qui puisse vous permettre de faire normalement votre travail? Merci beaucoup. Je ne peux pas venir confirmer ça devant toute une population qui sait que nous n'avons pas encore de centre de prise en charge du cancer ici au Tchad. C'est comme mon collègue disait, c'est encore embryonnaire. Le projet a déjà été signé, mais en tant que tel, le centre n'est pas encore effectif. Donc, en parlant du centre également, le plateau technique dans les différents hôpitaux également ne sont pas adéquats pour la prise en charge du patient. Comme mon collègue disait tout à l'heure, la chirurgie, elle peut être possible par nos collègues urologues, mais la chimiothérapie, moi je ne peux pas encore pratiquer de chimiothérapie parce que je n'ai pas les produits sur le territoire. Les patients sont obligés de faire venir ces produits-là d'ailleurs. La radiothérapie également, ce n'est pas possible parce que c'est un grand appareil qu'il faut mettre en place avec toutes les dispositions possibles. Ça également, nous n'avons pas. L'hormonothérapie, également, ça c'est par les hormones, c'est des comprimés qu'il faut que les patients prennent. Tout ça également, je n'ai pas ces produits-là sur le territoire. Donc, en gros, je pourrais dire que je n'ai pas un plateau technique adéquat pour prendre en charge, pour traiter les malades. Également, avant de les traiter, il faut les diagnostiquer. Mon collègue ici présent également peut témoigner que souvent, nous avons des ruptures de réactifs pour pouvoir faire le diagnostic histologique de ces différents cancers également. Alors, voilà. Docteur, selon ce que votre collègue vient de décrire, au cas où vous tombez sur un cas qui est à un stade avancé, que faites-vous de ce patient? Puisqu'il n'y a pas de plateau technique adéquat, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je viens d'abord, je vais parler un peu de centre de traitement d'abord. Oui. Parce que, voilà, tout le monde parle de centre de traitement, c'est pas un petit centre. Moi, je viens d'arriver de la Côte d'Ivoire, j'ai visité un peu le centre de traitement. Centre de radiothérapie, centre de chimiothérapie, j'ai vu. C'est un grand hôpital. Comme on a dit, la prise en charge du cancer, ce n'est pas un seul spécialiste, ce n'est pas un seul individu. J'ai dit, même si vous savez que vous pouvez traiter le cancer de la prostate, il y a des cas où il faut discuter. Il y a des cas qui sont, on peut dire, éligibles à tel ou tel traitement. Donc voilà, l'urologue va être là, le radiothérapeute, la chimiothérapeute, là n'a pas tout ça pour décider ce cas-là. Il est à tel, c'est un cas avancé. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Ainsi de suite. Donc un centre de traitement, c'est un grand hôpital, si vous voulez, où il y a plein de services. Il y a le service de diagnostic, il y a le service de chimiothérapie, de radiothérapie, de l'autre. C'est plein. S'il faut évaluer, c'est en termes de milliards.
Oui. D'accord? Donc voilà, comme on l'a dit, à travers le programme de lutte contre le cancer, il y a déjà eu des conventions avec des pays amis pour la construction de centres de prise en charge des cas de cancer. Il semble que le site est à Facha. Le financement aussi serait acquis, mais ce n'est pas en 1 an, 2 ans qu'on va voir ça. Maintenant, sur le cas de traitement de cancer, normalement, chaque spécialiste doit traiter d'abord son cancer. Si c'est un cancer gynécologique, le docteur Manikassé peut le traiter. Oui. Si c'est un cancer urologique, comme il le dit, lui peut le traiter. Et ainsi de suite. Maintenant, c'est au cas ou pas, il faut voir si c'est la chimie qui passe avant, la chirurgie qui passe avant, la radiothérapie, ainsi de suite. Voilà un peu ici. Donc moi, mon rôle, c'est faire le diagnostic. Je le transfère au malade. Oui. Alors, c'est voilà, la prise en charge, comme je dis, elle est multidisciplinaire. Mais comme on a dit que chez nous, ce plateau-là n'existe pas, comme elle l'a dit, même pour les cas très avancés où il faut seulement accompagner les traitements ou bien les soins palliatifs, le malade cancer, c'est quelqu'un qui a toujours mal, la douleur est là. Il faut apaiser sa douleur, mais avec le morphine. Je me demande si ces morphines-là existent dans nos pharmacies. Vous voyez? C'est ce que vous appelez soins palliatifs, c'est ça? Voilà. Okay. Donc c'est ça. On est en train d'évoluer, mais très lentement encore. Alors, docteur, il y a une réelle difficulté de prise en charge du cancer ici au Tchad et votre ligue a donc opté pour la prévention. C'est pour cela que vous accompagnez les autres pays en faisant de la sensibilisation durant le mois d'octobre rose et puis aussi de novembre bleu. Quels ont été les messages essentiels que vous avez livrés et quel est votre public cible? Oui, d'abord, la Ligue avait à peu près 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est d'abord sensibiliser la population, ramener la population à comprendre que le cancer existe bel et bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le cancer. Et jusqu'à là, ils ne sont pas sûrs, ils disent que non, c'est les affaires des Blancs. Et donc, il faut d'abord convaincre la population. C'est ça l'objectif de la Ligue. Mais il ne suffit pas seulement de convaincre la population. Il faut maintenant les sensibiliser sur les facteurs de risque. Qu'est-ce qui amène le cancer? Quelle attitude alimentaire? Quelle attitude hygiénique il faut le faire? Oui. Ça, c'est le deuxième objectif de la Ligue. Le troisième objectif, c'est de faire un plaidoyer. Parce que ce n'est pas seulement parler comme ça. Nous sommes en train de parler directement à nos autorités. Oui. À nos autorités parce qu'il était inadmissible qu'un pays comme le nôtre, depuis des années, depuis l'indépendance, on n'a pas ce centre de traitement des cancers. Ceci est inadmissible. Donc, c'est attirer... Vous avez aussi plaidé la dernière fois au dialogue national. Bien sûr. J'ai évoqué le problème au dialogue national. Oui. Comment se fait-il que les Tchadiens, plus de 16 millions d'habitants, combien des intellectuels, comment on n'arrive pas à créer un centre de prise en charge des cancers? Ça coûte combien? Les pays environnants, là, ils ont tous ce plateau technique. Pourquoi pas le nom? Moi, je me dis peut-être que c'est l'information qui manque auprès de nos autorités. Donc, c'est pour ça que la Ligue dit non, c'est un plaidoyer. Si aujourd'hui, on est en train de débattre, je suis sûr que les autorités seront au courant. Et donc, ce serait peut-être un message pour leur dire, attention, ces personnes-là meurent dans l'anonymat. Il faudrait qu'ils fassent un effort. Prendre 10 milliards, 20 milliards pour créer un hôpital pour traiter les malades, c'est plus bon que nos malades ont le cancer. Ils sont obligés d'aller trouver les charlatans, trouver les marabouts, trouver les tradis praticiens. Et ils aggravent leur cas. Mais ils ont raison, parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, où aller. Donc ils sont obligés d'aller en désespoir de cause voir des tradis praticiens qui malheureusement leur donnent des racines. Et ces racines-là vont plutôt accélérer, raccourcir leur survie. Parce que ces racines sont généralement toxiques contre le rein, contre le foie et partout. Et donc, il faudrait que ces patients-là qui ont quand même le cancer, qui viennent toujours à l'hôpital, même si on n'a pas encore le centre, en tout cas, il y a des approches
pour chaque discipline. Si c'est la prostate, il peut envisager faire une prostatectomie, donc enlever la prostate. Si c'est le sein, on peut enlever le sein, et ainsi de suite, en attendant qu'on ait ce centre-là. Oui. Donc, la Ligue a fait ce plaidoyer depuis quelque temps, mais on est convaincu que les autorités sont au courant. Ils sont au courant et nous espérons, la dernière fois quand on a fait un lancement, le ministre de la Santé, qui était en tout cas le lancement était sous le parrainage du Premier ministre, donc il y avait à peu près 4 ministres qui étaient présents. Ça veut dire que ces autorités ont pris conscience. Et le ministre de la Santé a officiellement dit que non, ce centre-là verra jour dans les jours ou les années qui suivent. Donc ça veut dire que c'est ça l'objectif de la Ligue. Et jusqu'à là, nous ne restons pas que les mains croisées. Nous continuons toujours à dire non, il faut créer ce centre. Il faut vraiment établir ce centre pour soigner les gens qui meurent dans l'anonymat. C'est un peu triste pour eux. Donc, évidemment, la Ligue a fait beaucoup d'efforts et les résultats sont probants. Probants dans la mesure où tous les gens qui sont informés, les femmes viennent en afflux à l'hôpital, oui, dans les cliniques privées pour se faire dépister des cancers du sein. Et en même temps, en novembre bleu, il y a beaucoup de hommes qui s'en vont à l'hôpital pour dire non, moi j'ai des difficultés à pisser, est-ce que c'est pas le cancer de la prostate? C'est ça l'objectif. C'est dire à ces gens-là de venir très tôt pour qu'on en dépiste très tôt et qu'on arrive à les soigner. Nous ne voudrons pas recevoir les gens dans un état de complications déjà. S'il y a des complications, le docteur vient de dire, la survie peut ne même pas atteindre 5 ans. Vous voyez? Donc voilà pourquoi la Ligue s'attelle à informer, que ce soit par les médias, que ce soit en réunissant les gens pour les sensibiliser sur les facteurs de risque. Au niveau des services des uns et des autres, il y a des difficultés, réelles difficultés pour la prise en charge des malades qui souffrent de la maladie. Madame, est-ce que vous avez un plaidoyer à faire par rapport donc à votre service, à faire à l'endroit des autorités? Oui, le plaidoyer ne serait pas différent de celle de la Ligue. Donc, c'est avoir un centre, puisqu'on a dit que la prise en charge est multidisciplinaire. Un centre de prise en charge déjà est un premier pas à faire. Et en ce qui concerne toutes les maladies qui touchent l'ADN ou le génome, ça devrait s'accompagner par un grand centre de recherche parce qu'on ne peut pas prétendre dépister et prendre en charge le cancer chez nous et ne pas faire une avancée et des études pour la thérapie. Donc il faudrait que ça soit accompagné d'un centre de recherche et un grand laboratoire aussi. Si c'est pour ajouter au plaidoyer de la Ligue, c'est ce que je pourrais dire. Déjà, un centre de prise en charge pour un début, c'est déjà un pas à faire. Donc, nous attendons vraiment beaucoup des autorités pour qu'ils nous disposent, sinon 1, 2, 3 spécialistes et les autres, ensemble, nous pouvons déjà faire quelque chose pour la population. Parce que si on se trouve dos au mur, on ne peut rien faire pour eux, nous aussi ça nous gêne. On peut, avec nos connaissances, aider la population, mais le plateau technique restreint ne nous le permet pas. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter à cela. Et docteur, vous? Je aussi reviens et puis je vais rejoindre mes autres collègues. Ouais. C'est la même chose. Et surtout, moi, il faut se focaliser sur la ressource humaine. Ça, c'est très important. On cherche vraiment à mettre en place un centre de prise en charge des cancers. Et comme nous l'avons dit, que les cancers de la prostate ou bien n'importe quel cancer, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il faut vraiment des ressources humaines. Il faut former les radiothérapeutes, les urologues, les chimiothérapeutes. Ça, c'est très important pour pouvoir pallier à ces problèmes. Et il manquait aussi des matériels. Le matériel, c'est très important d'avoir, même pour le traitement palliatif, il faut vous avoir les endoscopies, il faut avoir la célioscopie pour l'ablation même du cancer de la prostate. Ça, c'est qui n'est pas disponible encore. Et la formation, elle est très importante. Merci. Vous, madame? D'accord. Je veux rejoindre mes collègues également. On insiste sur la multidisciplinarité. Parce que le cancer, c'est un gros, comment je vais expliquer ça? C'est l'ensemble de beaucoup de spécialistes pour prendre en charge ce cancer-là.
Et je rejoins mon collègue urologue, il faut la formation du personnel. Il faut la formation en cancérologie, en neurologie, en gynécologie, bref. Comme le cancer, là où il y a tissu, il y a cancer, il faudrait qu'il y ait une formation de tous ces spécialistes-là. À côté, les biologistes, les anatomopathologistes, les chimiothérapeutes, les radiothérapeutes. Et aussi, il faut une subvention pour le traitement. Une subvention pour les médicaments de ces cancers-là également. Parce que le cancer, il coûte extrêmement cher. Déjà, par les appareils, ça coûte cher, la prise en charge, les différents examens à faire. Et ensuite vient le traitement. Les molécules coûtent excessivement cher. Et donc, si l'État peut subventionner ces différents produits, ce sera toujours bénéfique pour la population. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Docteur Nemia, vous qui posez le diagnostic, on parle beaucoup plus dans vos différentes activités de sensibilisation, vous évoquez beaucoup plus le cas de cancer du sein, cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate. Est-ce que ce sont ces trois types de cancers-là que vous rencontrez beaucoup plus au Tchad ou bien il y a aussi d'autres cas que vous rencontrez mais que le nombre est un peu minime? Oui, comme on l'a dit, là où il y a tissu, il y a cancer. Hein? Le cancer, on a dit, c'est une forme de la cellule, c'est une forme de l'ADN qui a disjoncté, muté, il va se multiplier. Au cuir chevelu, il y a le cancer. Au niveau des orteils, il y a des cancers. Partout, il y a le cancer. Sauf qu'on parle maintenant en matière de fréquence. Oui. Donc, si on parle beaucoup des cancers de sein, cancer de col chevelu, pas dans le monde, quand vous prenez le cancer féminin, le cancer de sein, le col vient avant. Quand vous prenez par exemple chez les hommes, le cancer de la prostate, le cancer du poumon vient ainsi de suite. Donc, c'est en matière de fréquence, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'en matière de santé publique, on n'agit pas au cas par cas. Il faut agir là où il y a la masse. Oui. Ouais? Donc voilà, vous prenez le cancer, par exemple, si vous prenez par exemple 1 million de personnes, de l'autre, vous avez par exemple 200 cas de cancer de sein. Vous avez par exemple 3 cas de cancer de testicule, lesquels traiter. Vous voyez? Donc c'est à cause de ça, on parle beaucoup plus de cancer prostate chez les hommes, cancer de sein. Mais il y a tous les cas de cancer que nous diagnostiquons. Notre souhait, c'est d'élargir ce labo-là, c'est de l'équiper. Oui. Si vous rentrez là-bas, c'est des appareils vétustes. On fait les choses à manuel. Imaginez, on avait un appareil, on appelle ça un automate, où vous prenez le prélèvement, vous mettez, vous techniquez. C'est-à-dire ça peut être 24 à 48 heures. Donc, vous revenez, vous traitez. Cet appareil est en panne. Maintenant, comment on fait manuel? Imaginez, quand vous devrez faire tout ça, il faut par exemple 12 heures de temps. Vous êtes obligé de rester à l'hôpital 12 heures de temps. Vous avez la minuterie, vous mettez, si ça doit faire 1 heure de temps, vous restez, ça sonne, vous bougez d'un autre côté. Donc vous êtes obligé d'être au labo pendant 12 heures de temps pour faire votre circuit technique. Ça n'existe plus de nos jours. Donc voilà, donc notre souhait, c'est d'équiper d'abord le labo. Deuxièmement, comme les autres ont dit, il faut former. On parle bien de la formation du centre. Mais est-ce qu'on a prévu la formation? C'est vrai, sur le plan de lutte contre le cancer, on a dit qu'il faut former des radiothérapeutes, des physiciens, des tralala. Mais combien sont partis? Faut-il attendre jusqu'à ce que le centre soit construit pour d'abord les former? Ça va être tard. Oui. Hein? Parce que la formation dont il est question, minimum 4 ans. Donc il faut déjà former. On a dit, ouais, c'est vrai, il faut former les anatomopathologistes. Une année, j'allais au ministère, on a sorti les listes pour les médecins qui doivent aller se faire former des spécialités, plein de spécialités. Je voulais regarder, même pas une seule bourse pour l'anatomopathologiste. Vous voyez? Donc voilà ici. Donc les anatomopathologistes, il n'y en a pas. Moi, pour le moment, là, je suis là, seul dans mon labo. Quand je voyage, tout m'attend. Vous voyez? Donc il faut former partout dans le domaine là, surtout dans le domaine de prise en charge de cancer, il y a plein de choses à faire. D'abord la formation. Même les infirmiers, même pour les soins palliatifs, il faut former les gens. D'accord? C'est bien beau, il faut former. Tout le monde dit qu'il faut former, il faut prendre en charge. Mais ailleurs, on peut ne rien avoir. Mais s'il y a assez
des personnes formées, on peut faire bouger la chose. Donc déjà l'accent sur la formation. Voilà, monsieur. Oui, docteur, vous avez passé 2 bons mois à sensibiliser la population sur le danger que représente le cancer, sur les facteurs de risque. Aujourd'hui, nos téléspectateurs sont en train de vous suivre et c'est une autre possibilité pour vous de livrer davantage le message que vous avez déjà à livrer au sein des différentes couches sociales. Quel autre message avez-vous à livrer à nos téléspectateurs qui nous suivent face au cancer, ce danger réel qui guette la vie de nos populations? Merci. Je voudrais transmettre le message suivant. On est en novembre bleu. C'est le mois qui est dédié à la sensibilisation sur les cancers de la prostate. Et quand bien qu'on a dit que le cancer de la prostate survient chez les personnes de plus de 50 ans et que ça peut exister chez les personnes de moins de 50 ans seulement s'il y a un antécédent familial. Donc je voulais demander à ces gens-là, toutes les personnes âgées, maintenant, qu'ils essayent de s'approcher dans les différents hôpitaux. Tous les hôpitaux peuvent poser le diagnostic, ne serait-ce que faire le dosage sanguin, faire l'examen s'ils ont des problèmes urinaires, qu'ils s'approchent à tous les médecins et les médecins vont essayer d'orienter vers les urologues parce que nous n'avons pas assez d'urologues au Tchad, donc s'il faut que tout le monde s'accumule vers les urologues, ils ne pourront plus rien faire. Et donc le diagnostic, déjà en périphérie, ils peuvent déjà confirmer le diagnostic et l'orienter vers l'urologue. Ceci est très important. Parce qu'il ne faut pas d'abord attendre qu'il y ait des complications, maintenant vous venez très tard. Non. Même si vous n'êtes pas malade, venez seulement. Vous avez 50 ans, venez faire le test. Est-ce que moi, c'est comment ma prostate est comment? Il faudrait vraiment savoir. Si maintenant il n'y a rien et que si le taux est légèrement supérieur à 4 nanogrammes, comme dit l'autre, ça nécessite un suivi régulier. Chaque année, vienne. Même si ce n'est pas ça, chaque année, vous êtes âgé déjà, venez faire le test. Parce que vous ne savez pas, je vous ai dit tout à l'heure, quand le cancer survient, ça veut dire que vous avez déjà les manifestations, ça veut dire que vous avez eu le cancer il y a à peu près 10 ans et plus. Et donc, l'intérêt, c'est d'abord dépister à un stade local. Donc, pour essayer de guérir la personne. C'est ça le problème. Mais si vous avez déjà des problèmes, ne restez pas. L'urologue a dit tout à l'heure qu'il y a un peu les différentes pathologies de la prostate, les prostatites, qui est une infection chronique, ou bien, je ne sais pas, adénome de la prostate, et le cancer. C'est à eux de venir faire la différence. Ce n'est pas évident que vous dites non, parce que je ne peux plus pisser et j'ai le cancer de la prostate. Non, il faudrait que lui-même, il viendra dire, bon, ce n'est pas un cancer de la prostate, c'est juste une infection chronique, une prostatite, ou bien c'est un adénome, c'est-à-dire la prostate est augmentée de volume, mais ce n'est pas un cancer, il va juste régler le problème. Donc, ce message doit passer. Je voulais faire en tout cas un rappel encore sur la question que vous avez posée sur les différents cancers. Il faut attirer l'attention des Tchadiens parce que les Tchadiens aiment de l'alcool. Oui. Et maintenant, je dois parler sous le contrôle d'un gastro-entérologue parce que le cancer du foie est maintenant à un taux extrêmement augmenté. Je ne détiens pas le chiffre, mais vu que les Tchadiens sont vraiment ils sont amateurs dans la consommation d'alcool et associés aux hépatites B et C, ça ne fait qu'accélérer la cirrhose et le cancer du foie. Ça aussi, ce n'est pas parce qu'il y a le cancer du sein, le cancer de la prostate. Vous avez aussi en gastro, vous avez le cancer du foie et le cancer du colorectal qui a une fréquence très élevée. Donc pour le moment, moi je demande à la population, et c'est l'occasion de lancer aussi un appel aux autorités, je profite de votre truc, il faut que les autorités prennent conscience. Si on réunit des spécialistes qui plaident pour qu'il y ait les structures de prise en charge des cancers, il faut que ces autorités-là écoutent. Oui. Qu'est-ce qui les empêche de dire non, nos gens meurent, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de là où il faut soigner. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous dit non, je bloque d'autres secteurs, il faut que je construise d'abord ces centres-là pluridisciplinaires pour soigner les malades. Qu'est-ce qui les empêche? Nous faisons de l'argent pour d'autres choses, alors qu'il y a des priorités.
On dit que le cancer tue plus que le sida, le cancer tue plus que le paludisme. Oui. C'est un cri d'alarme. La Ligue est en train de parler, faire des bouquins. Il attire l'attention de ces autorités-là. Donc, si vraiment ils écoutent, qu'ils essaient de faire quelque chose. Ok, chers invités, chaque invité ici a 3 secondes pour livrer le dernier message à l'endroit de la population cette fois-ci sur les dangers que représente le cancer. Madame. Merci. Si j'ai quelque chose à dire à la population aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que la population nous aide à leur donner notre aide aussi. Il faut venir tôt, parce que venir tard, ça nous désarme, nous les médecins aussi. On ne peut plus rien faire pour une personne qui vient avec l'espérance d'avoir une aide de notre part. Et dire à la personne qu'on ne peut plus grand-chose, il faudrait juste l'accompagner pour ces derniers jours, ça nous brise le cœur. Donc il faudrait venir tôt. Même si on n'est pas malade, il faut cultiver cette habitude d'aller à l'hôpital même quand on n'est pas malade. Il faudrait faire le bilan pour vérifier si on est en bonne santé, c'est une bonne nouvelle. Et si on détecte une maladie, ça serait au stade précoce, on pourra le traiter. Donc merci. Ok, docteur. Oui, ça concerne, aujourd'hui l'émission concerne les cancers de la prostate. Et en résumé, tout ce qu'on peut dire concernant cette prévention, quand on a 50 ans, il faut se présenter chez un neurologue pour faire un examen simple qui est le prélèvement du sang, qui est le PSA, et faire un examen clinique pour avoir une idée sur la prostate, sur l'homogénéité, sur sa consistance et autres. Et on peut détecter facilement les cancers de la prostate. Mais quand il faut attendre le trouble urinaire, c'est déjà un stade qui est un peu avancé. Donc tout ce que j'ai à dire par rapport à cancer de la prostate pour la population. Merci. À vous, madame. Alors moi, ce que je peux dire à la population, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'aller ailleurs. Nous sommes une équipe qui sommes là, nous pouvons les prendre en charge en attendant que tous ces plateaux techniques-là puissent se mettre en place. Et ensuite, on leur indiquera ce qu'ils pourront faire, eux, à leur tour. Ok. Voilà. Docteur Nemia. Moi, ce que je veux dire, en matière de lutte contre le cancer, comme on l'a déjà évoqué, on n'a pas un centre de prise en charge. L'arme la plus redoutable, c'est la prévention. En matière de lutte contre le cancer, il y a la prévention primaire, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Comme il a dit, l'alcool, par exemple, peut être la cause du cancer du foie. C'est de lutter contre l'alcoolisme, c'est déjà une prévention primaire. Deuxièmement, si on n'arrive pas à faire cette prévention primaire, c'est la détection précoce. Donc, si on vient au stade 0, on a la chance d'être guéri, que de venir au stade 4. Donc, c'est la prévention. Nous n'avons rien. Et un adage qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. On peut prévenir avec 0 francs, mais chercher à se guérir avec des millions. Voilà mon mot de la fin. Docteur, à vous, le micro. Oui, donc mon mot de fin, c'est d'inviter, comme tous les collègues ont parlé, la population à venir se faire dépister, soigner rapidement. Donc, s'ils ne viennent pas, ils sont exposés à un risque. Les cancers ne connaissent pas les autorités, ne connaissent pas le marabout, ne connaissent pas... en tout cas, tout le monde est dans le coup. Oui. Ça peut arriver tout comme ça peut arriver n'importe qui. Et donc, que tout le monde prenne conscience, qui essaie de voir, dans la vie, il faut d'abord sa santé. Si vous ne vous voyez pas, vous ne cherchez pas à vous prendre en charge. Le cancer ne connaît pas les médecins. Hein. Moi qui sors du cancer ne me connais pas. Il peut me prendre à tout moment, tout le monde. Donc il faut que chacun soit conscient. Ce n'est pas parce que vous avez les moyens que vous dites non, il n'y a pas de sucre, je mange bien. Non. Pratiquez le sport, mangez des légumes. Les légumes sont des facteurs, ce sont des aliments qui protègent contre le cancer. Donc faites le sport, marchez, mangez des légumes, évitez l'alcoolisme, évitez l'obésité. Ne mangez pas seulement de la viande rouge, qui est un facteur de risque. Évitez le tabagisme. Si vous fumez du tabac à la maison, vous en fumez tout le monde, ce n'est pas normal. Donc ce sont ces facteurs seulement que les gens peuvent éviter et prévenir beaucoup de choses. Ok, voilà donc l'essentiel sur la situation du cancer au Tchad. Le message est plus que passé. Il importe donc de considérer cet adage populaire qui dit
Mieux vaut prévenir que guérir, et ce fut un réel plaisir de partager ces moments avec ces hommes et femmes engagés dans ce noble métier qui est celui de sauver des vies. Merci de nous suivre et nos programmes se poursuivent sur Télé Tchad.